Tout d'abord, je vais commencer en présentant des excuses aux Alsaciens qui ont perdu leur majuscule dans les programmes officiels. Bon, c'est vraiment une petite erreur, puisque le titre de départ, c'était les armuriers alsaciens, et du coup, ils se retrouvent avec une minuscule. Donc, il faut quand même leur rendre honneur. Ils ont été à l'origine de la manufacture de Châtellerault. Pour les non-initiés, les armuriers sont les gens qui fabriquent les armes. C'est vrai que quand on ne le sait pas, actuellement, les armuriers, ce sont ceux qui vendent les armes. À l'époque, pas du tout. Ce sont ceux qui fabriquent les armes. Ce travail est le résultat de recherches collectives. Il y a une dizaine d'années, le groupe de recherche du CCHA, donc association locale, s'était lancé dans un travail sur les migrants et les migrations dans le Châtelleraudais. Et là, immédiatement, parler des Alsaciens, ça a été une priorité, d'autant que dans notre groupe de recherche, il y avait 2 personnes descendantes d'Alsaciens, une dont les ancêtres sont venus du Klingenthal et une dont le grand-père venait de Mutzig. Donc, tout le monde a été particulièrement motivé et on s'est posé la question de savoir comment vivaient ces Alsaciens. On s'est posé des questions, on a finalement assez peu de réponses parce que les gens ne communiquaient pas leurs états d'âme, ils étaient là pour travailler. Et malgré tout, on a essayé de trouver des pistes pour faire imaginer ce qu'a été l'arrivée de ces gens dans un univers totalement inconnu. Et donc, j'ai été aidée en cela par Elisabeth Gressier qui travaille avec l'association similaire au Klingenthal. Donc, ça a été un travail de collaboration sur place avec une bonne dizaine de personnes que je ne pourrais pas toutes nommer, et puis une collaboration qui s'est étendue au-delà des Vosges. Mais en permanence, nous avons pu compter sur les conseils et l'aide amicale de Monsieur Bunier, qui est notre Monsieur Manu, le spécialiste toujours attentif et prêt à nous aider. Les limites que nous avons choisies dans le temps, c'est les années 1820 à 1843, en gros. Après, l'arrivée des Klingenthaliens se tarit un petit peu et il fallait bien trouver une limite chronologique, finalement. Dans l'espace, bon, la limite est très simple. Voilà où se situent Mutzig et Klingenthal. Bon, vous devez certainement connaître ces localisations. Klingenthal qui est au pied du mont Saint-Odile, à 38 km de Strasbourg à peu près. Mutzig, un petit peu plus près de Strasbourg. C'était des sites très importants à proximité de la frontière, ce qui leur a valu un certain nombre de déconvenus. Nous allons visiter un peu le Klingenthal en 1825. Voilà comment se présentait la manufacture gouvernementale d'armes blanches qui a été créée en 1730. Un paysage boisé, une petite vallée, une rivière dont l'eau était pure et permettait le travail des métaux. Cette vallée a été très très vite surnommée par les ouvriers Klingenthal, c'est-à-dire la vallée des lames, parce qu'on y a travaillé tout de suite les armes blanches. Cette spécialité de travail n'est pas inventée en Alsace, elle est importée de Solingen en Allemagne, où on avait une production tout à fait équivalente. Et donc là, on se rend compte que les technologies voyageaient avec les gens. Les fondateurs du Klingenthal sont venus de Solingen avec leurs techniques. Puis ensuite, les gens de Klingenthal sont venus à Châtellerault avec leurs techniques. Donc il y a une sorte de continuité dans l'histoire. Cette manufacture est en fait un village manufacture qui a été créé de toutes pièces. Et au début du 19e siècle, le village regroupe plusieurs centaines de personnes, dont l'écrasante majorité travaille dans la manufacture. Elle acquiert très vite une réputation très très importante et son savoir-faire est exceptionnel dans la fabrication des lames de tous ordres et des cuirasses aussi, ce qu'on oublie parfois un petit peu. Et puis, 1819, le choc, on annonce la fermeture de cette manufacture qui est trop près des frontières. Bon, l'expérience des guerres napoléoniennes, évidemment, laisse de mauvais souvenirs. Même chose pour Maubeuge et Charleville, qui vont connaître le même choc. C'est une délocalisation stratégique, en fait, à laquelle les gens vont être confrontés.
Sur place, il n'y a absolument aucun débouché. Il n'y a pas une agriculture riche, prospère dans cette vallée. Que faire? Ces ouvriers ont un statut privilégié déjà à l'époque, comme tous les ouvriers des manufactures par la suite. Ils sont immatriculés, ils touchent une retraite après 30 ans de service ou après 50 ans d'âge. Et s'ils partent, ils perdent des avantages considérables puisqu'ils avaient des pensions d'invalidité en cas d'accident, et des accidents, il y en avait, c'était incontournable. S'ils étaient mutilés, s'ils avaient des empêchements de travailler, il y avait des compensations qui étaient prévues. En cas de décès, les veuves et les orphelins touchaient des indemnités. Donc, renoncer à ce statut, c'était perdre tous ces avantages. Et ces ouvriers qui ont tous les âges, il y en a qui ont 20 ans, 30 ans, il y en a qui ont 40, 50 ans, ont dû se poser la question, que faire? Et c'est là que on est obligé un petit peu d'inventer, entre guillemets, ce qui a pu se passer dans la tête de ces gens. Rester là, c'était la misère. Partir vers un ailleurs qu'on ne connaissait absolument pas. Perdre les avantages qu'on avait. Donc, ils ont dû certainement se poser la question. Et d'autant que ce travail qui était un travail dur, qui était un travail dangereux, ils le connaissaient parfaitement. Et le document que je vous propose est une reconstitution de la forge faite justement par l'association du Klingenthal. Elle a un but pédagogique et un peu touristique, mais je pense que c'est important parce que ce genre d'image permet d'imaginer le contexte de travail de ces ouvriers de l'Arme blanche. On travaille, on forge, on travaille dans un bruit qu'on aurait du mal à imaginer maintenant. On travaille à la chaleur. On a des aiguiseurs qui travaillent à aiguiser sur des meules, dans l'humidité. L'eau peut être très très froide en hiver. Il faut quand même continuer à travailler. La poussière des meules cause des maladies respiratoires très très graves. Les atteintes pulmonaires, oculaires sont légion. Et voilà le travail que ces ouvriers ne vont pas abandonner, qui vont transposer à Châtellerault, et donc évidemment dans des conditions un petit peu différentes, puisque assez vite ils vont travailler dans de grands ateliers. On arrive quand même un peu à se représenter ce qu'a été le travail, qui était physiquement très très dur, même s'ils étaient certainement fiers de leur savoir-faire. Mais le bruit, la fatigue, aucune archive ne nous en parle. Il faudra attendre plusieurs années pour qu'on se préoccupe de la santé des armuriers. Donc un certain nombre ont choisi de partir. Ils choisissent de partir selon une route que Alain Wyss, donc un des membres de notre groupe de travail, a retrouvée et qui met définitivement à mort la légende, une belle légende qui voulait que les premiers Alsaciens étaient venus avec leurs baluchons sur le dos, à pied, du Klingenthal à Châtellerault, 700 km. Donc, ils sont venus en diligence, il y avait des trajets réguliers des diligences. Et vous avez là le long trajet qui les mène du Klingenthal en passant par Strasbourg et puis les grandes villes intermédiaires. Et on arrive à Châtellerault. À quoi pensait-il tout le long du chemin? Ça non plus, on ne le sait pas. Une fois passés les Vosges, les paysages changent, le climat change, la végétation change un petit peu. Ces voyages, ils ont lieu généralement au printemps et en automne. L'été peut être très chaud et risqué, ne parlons pas des difficultés en hiver. Et donc, voilà nos armuriers partant en diligence pour une longue route, puisque une diligence avançait à 10 km/h à peu près à cette époque-là. Ils ont le droit d'emmener avec eux leurs instruments de travail. Et contrairement à ce qu'on a pu dire ou lire aussi sur des articles un peu anciens, on imaginait une arrivée de célibataires qui refaisaient leur vie. En gros, non, il y a eu... Je vous passe les statistiques. J'ai fait le choix de ne pas parler trop des chiffres. Mais en gros, il y a eu un tiers de célibataires qui sont partis, un tiers de jeunes armuriers qui sont partis, et un tiers qui étaient mariés et qui sont arrivés avec femmes et enfants.
Donc là aussi, ça a été une expédition humaine un petit peu difficile à affronter, certainement. Ils avaient des indemnités de voyage calculées au pourcentage de leur grade, maître, compagnon, etc., et correspondant au nombre de personnes voyagées. Donc on a des fiches sur lesquelles on connaît le nom des gens qui sont partis, s'ils avaient une femme, s'ils avaient des enfants, combien d'enfants. Ils partent sur les traces du premier Alsacien arrivé, qui est Bick, qui est arrivé il y a exactement 200 ans, puisqu'il est arrivé à l'automne 2019 avec Donat, un capitaine. Donc on avait un militaire et un civil, en quelque sorte, qui partaient, puisque 1819, c'est la création de la manufacture de Châtellerault. Et Bick et Donat arrivent à Châtellerault. Vont les suivre donc des jeunes armuriers, des armuriers de tous âges, parce que Bick, qui arrive en 1819, il a plus de 50 ans, il a déjà bien bourlingué, il est passé par Klingenthal, Liège, Moulins, il était peut-être un petit peu aventurier, mais il est quand même celui qui va défricher un petit peu le terrain. Combien sont-ils arrivés? Alors on a des chiffres donnés dans les livres tenus par les premiers directeurs de la Manu. Alors on nous donne des chiffres, il en arrive 2, il en arrive 5, il en repart quelques-uns, il en arrive 15, il en arrive 20. En 1836, il y avait, semble-t-il, 84 ouvriers originaires du Klingenthal qui travaillaient à la manufacture. Ils s'appellent Almy, Schneider, Volgemuth, Bisch, Arschauer, Gemmel, j'en passe. Hein, on a comme ça des patronymes qui sont faciles à repérer après dans les divers actes que nous avons consultés. Entre 1819 et 1843, il y aurait eu 217 départs. Ce chiffre est donné par le dépouillement du site Généalogie du Klingenthal, qui est un site très intéressant et qui avait été dépouillé par une de nos collègues, Lucienne Gay. Les Alsaciens, donc en petit nombre au début, partent souvent avec des frères, des cousins, des oncles, des neveux. À part Bick qui est tout seul, les autres arrivent avec des personnes, ce qui doit un petit peu les rassurer. Ils arrivent dans une ville inconnue. Et dans cette ville inconnue, comment ont-ils été reçus? Là aussi, c'est très difficile de le dire. Les Alsaciens de Klingenthal parlent le dialecte. Alors, pour les hommes, ça ne pose pas de problème au niveau professionnel, si on peut dire, parce que tous les termes techniques utilisés pour la forge des armes blanches, ces termes techniques sont des termes français. Donc, ils sont habitués à ces termes-là. En revanche, pour les femmes et les enfants, là, c'est une plongée vraiment dans l'inconnu. Donc on se met à la place de ces migrants du travail. Et autant on arrive un petit peu à cerner le quotidien des hommes, pour ce qui concerne les femmes, elles sont un petit peu oubliées. Et donc c'est un petit peu en filigrane qu'on arrive à percevoir ou à deviner comment elles pouvaient vivre cet exil. Ils arrivent avec leur nom bizarre, avec leur dialecte, dans une ville qui est coupée en deux, qui est vraiment étendue sur les deux rives de la Vienne, la rive droite bourgeoise. Eux, ils arrivent directement sur la rive gauche, la rive qui est le quartier Châteauneuf. Et c'est vrai que quand on vit à Châtellerault, souvent on parle de Châteauneuf, Châteauneuf par-ci, Châteauneuf par-là, à tel point qu'il m'est arrivé d'entendre des gens à qui je faisais un peu visiter la ville qui me disaient « Mais Châteauneuf, c'est quoi? C'est une ville? C'est une commune ?» Non, c'est le quartier de la rive gauche de Châtellerault, mais qui était tellement autonome économiquement et sociologiquement que c'est vrai qu'on oubliait parfois de dire que Châteauneuf fait partie intégrante de Châtellerault. Quand les Alsaciens arrivent, la ville elle approche 10 000 habitants à peu près. Les premiers chiffres sont forcément un peu approximatifs, puisque le premier recensement qui est conservé pour la ville date de 1851. D'autres communes ont la chance d'avoir un recensement
fait en 1836. Ça n'est pas le cas pour Châtellerault. Donc, il faut un petit peu tâtonner et trouver d'autres moyens pour avoir des informations. Ils arrivent donc à Châteauneuf, puisqu'on va parler maintenant de Châteauneuf. Et Châteauneuf est un chantier absolument extraordinaire. Ça aussi, on ne le voit pas dans les archives, mais on est en train de construire cet énorme édifice qu'est la manufacture d'armes. Et donc, il faut imaginer le va-et-vient, les bateaux sur la Vienne, les charrettes qui transportent de lourdes charges, les ouvriers qui taillent les pierres. Là aussi, du bruit, de la poussière, ce qui a dû un peu changer, nos Kligentaliens arrivés de leur Alsace plus rurale. Première question, il va falloir se loger. Alors, sur le plan que vous avez projeté, la manufacture existe déjà, mais les tout premiers, quand ils arrivent, ils voient la manufacture sortir de terre et rien n'est prévu pour le logement. Ils vont donc chercher ce qui est possible dans la Grande Rue Châteauneuf. Et là, ils vont s'installer dans des logements petits, insalubres. Ce n'est pas réservé aux Alsaciens, hein. C'est le même sort qui est réservé aux autres armuriers venus des Ardennes, par exemple, ou à tous les habitants de Châteauneuf, qui sont des petits artisans, des petits commerçants. Il y a encore quelques couteliers à l'époque. Des petites maisons, souvent imbriquées autour de cours intérieures. Bon, sur un plan, on indique par exemple qu'il y avait une cour qui s'appelait la cour Schneider, qui confirme bien qu'évidemment, il y avait des Alsaciens dans ce quartier. Comment sont-ils acceptés? On ne sait pas. On a des textes officiels qui parlent de la turbulence des ouvriers étrangers, parce que voilà, on les surnomme les ouvriers étrangers. À partir de 1828-29, les conditions de logement changent, puisque de part et d'autre du bâtiment central sont construits de grands bâtiments avec les ateliers au rez-de-chaussée et des logements au premier étage. Dans ces logements vivent 500 à 600 personnes, hommes, femmes, enfants. Les femmes ont dû être très heureuses de se retrouver parce qu'il y avait une proximité finalement dans ces logements. Pour les hommes, ils descendaient les escaliers et puis ils avaient leurs ateliers au pied du bâtiment. On y naissait, on y mourait dans ces logements, on faisait connaissance, des liens, des amours se nouaient. Et pour les femmes, je pense que ça a dû être un petit peu réconfortant de se retrouver entre elles pendant que leurs hommes travaillaient, parce que les hommes, eh bien, ils sont à la manufacture et ils forgent des armes, dont certaines sont encore au musée. Le détail que vous avez en haut de la photo est intéressant parce qu'il porte les deux sigles, le N de Notré, premier directeur de la manufacture, et le W de Wiedemann, qui était un des premiers, enfin le premier contrôleur ou réviseur des tout débuts. Et ce Wiedemann, il est intéressant parce que comme beaucoup d'armuriers de son âge, eh bien, arrivé à l'âge de la retraite, il va repartir en Alsace pour mourir. Alors que les plus jeunes restent là, ils vont s'y marier, et puis ceux qui sont venus avec femme-enfant restent là, eux aussi. Donc, voilà nos Alsaciens au travail. Comment s'intègrent-ils? Le travail a pu les intégrer. Ce qui a pu les intégrer aussi, c'était les liens au niveau de la paroisse de Saint-Jean-l'Évangéliste. Il y a à Châtellerault un petit groupe de luthériens, mais qu'on a eu du mal à retrouver. La grande majorité des Alsaciens du Klingenthal sont catholiques. Les protestants sont partis vers Saint-Étienne. Donc la question religieuse ne s'est pas posée. Et à l'intérieur de la paroisse, on pu se nouer des liens, puisque très très vite, des armuriers alsaciens ont épousé des jeunes filles qu'on avait baptisées les Nini, c'est-à-dire ni filles d'armuriers, ni filles d'Alsaciens. Donc il y a eu assez vite une sorte de métissage, des réseaux qui se sont noués, des liens qui se sont noués. Et finalement, la religion a été sûrement un facteur qui a facilité l'intégration. Je pense aussi pour les femmes qui ont peut-être pu trouver des relations un petit peu plus chaleureuses que si elles étaient restées enfermées dans leur logement de la manufacture. Cette présence alsacienne, la famille Gemelle, dont descendante est dans la salle, en témoigne bien. Les carrés qui sont les rectangles plutôt, qui sont en blanc,
sont les armuriers qui sont partis de Solingen. De Solingen, ils sont arrivés au Klingenthal. Et du Klingenthal, ils sont partis à Châtellerault. Et donc, tous ceux qui sont sur un fond de couleur sont ceux qui ont travaillé à Châtellerault. Et on a donc là une généalogie sur plusieurs générations qui prouve cette permanence de la présence alsacienne. Des Alsaciens anonymes en grande majorité, quelques-uns qui sortent de l'anonymat, comme Clément Krebs, qui a été grande figure du socialisme et qui est né à Châtellerault, qui a vécu dans le bâtiment de l'Arme Blanche, comme Grégoire Schaffner, qui est arrivé, il avait 3 ans, il est arrivé d'Alsace avec son père, sa mère, 3 frères et sœurs. Il va naître d'autres enfants. Au final, 4 garçons qui seront tous armuriers et qui fêtent ses 100 ans. Donc, le travail l'avait peut-être conservé. C'était un personnage un petit peu hors norme, apparemment. Eux, ils sont sortis de l'anonymat, mais à côté, des centaines et des centaines pour qui la vie a été une vie de travail. Et pendant ce temps-là, au Klingenthal, qu'est-ce qui se passe ? Puisque le thème du colloque, c'est aussi l'avenir et les mutations des manufactures. Eh bien, au Klingenthal, la manufacture est rachetée par un des entrepreneurs qui rachète le site en 1838. La manufacture va produire jusqu'en 1962, donc il y a un peu une continuation dans la technologie des armes blanches. Et Elisabeth Gressier m'a envoyé cette affiche que je ne peux pas résister de vous montrer parce qu'elle est bien symbolique de l'histoire de l'Alsace. Affiche qui date donc de la période où la France où l'Alsace est française. Et donc on fait une publicité bilingue finalement. Il y a le coq gaulois, on dit bien Klingenthal France, mais l'énumération des outils fabriqués, les faux, etc., et tout ça c'est en allemand, parce que la population continue à parler le dialecte qui ne s'écrit pas tout à fait encore à l'époque et qui est transcrit en allemand. Le Klingenthal, par la suite, est devenu, grâce à une association, il est devenu un site très intéressant. Grâce à la généalogie, un musée a pu être ouvert. Un musée, beaucoup de Châtellerault se sont rendus d'ailleurs, parce que les gens ont beaucoup recherché leurs racines alsaciennes. Ce musée, il fait œuvre de mémoire. Et pendant ce temps-là, nos Alsaciens ont continué à contribuer à la grandeur de la manufacture. Cette première génération est restée sur place. Et on a curieusement le sentiment que l'histoire se répète un peu, puisque en 1870, une autre aventure attend d'autres Alsaciens, mais qui, eux, arrivent de Mutzig. Et ça va donc être le sujet de l'intervention de ma voisine.